Magie de l'aube et magie du couchant. Depuis la nuit des temps, celle-ci rythme la valse saisonnière des lumières et des atmosphères de la montagne jurassienne. Ce Jura-là est celui des sensations, des impressions nées de ces atmosphères changeantes, mais aussi de la mosaïque des formes, des matières et des couleurs sans cesse renouvelées de ces paysages. Mais derrière ces apparences se cachent de formidables secrets, ceux des mécanismes mystérieux, mais aussi des forces colossales qui ont permis la naissance et l'existence de cette montagne à nulle autre pareille. Sans oublier le plus important d'entre eux, le secret du temps. Bonjour et bienvenue dans le Jura. Bienvenue dans une montagne née d'une très longue histoire. En effet, sous les paysages qui nous entourent, et dans la roche là, sous mes pieds, se cachent 250 millions d'années de l'histoire de la Terre, dans lesquelles le massif jurassien plonge ses plus profondes racines. Aujourd'hui, nous souhaitons faire revivre pour vous son histoire géologique et celle de ses paysages. Une histoire où se mêlent les magies conjuguées de la naissance de ces roches et celle des temps infinis de leur mise en place. Alors si vous le voulez bien, en route pour un grand voyage à la découverte d'une montagne tout à fait originale. Si originale en effet qu'elle a donné naissance au terme jurassique, reconnu dans le monde entier. Né des travaux successifs d'éminents géologues du XIXe siècle, ce mot désigne aujourd'hui une longue période géologique durant laquelle se sont formées les roches calcaires et les marnes. Mais qu'appelle-t-on le Jura, ou plus précisément le massif jurassien? Il s'agit d'une entité géographique située entre la plaine de la Bresse et les Alpes, déroulant son arc montagneux sur environ 300 km de long et 60 km de large. Il est en outre traversé du nord au sud par la frontière entre la France et la Suisse. La partie la plus élevée du massif se situe sur son flanc est. Elle est constituée de plis au sommet peu marqués, les monts, dont les altitudes sont comprises entre 1400 et 1700 mètres. Cette haute chaîne domine sur toute sa longueur le plateau suisse, situé 1000 à 1200 mètres plus bas. Ici, pour l'essentiel, les paysages sont occupés par des pâturages d'altitude, alternant avec de vastes forêts d'épicéas, parsemées parfois de hêtres. Plus loin encore vers le nord, le relief se resserre et les vallées prennent une forme plus étroite. Au pied des reliefs de la haute chaîne s'étirent de larges vallées allongées très typiques, appelées valles ou parfois combes. Leur sol fertile concentre la présence humaine et l'activité agricole basée sur l'élevage laitier. La géologie de ces vallées en a souvent fait des terrains imperméables. Cela a rendu possible la mise en place de nombreux lacs et de vastes milieux humides. Plus à l'ouest, l'alternance régulière des monts, des combes et des valles laisse place à plusieurs larges plateaux d'altitude décroissante de 800 à 400 mètres.
Ici domine une activité agricole où se mêlent pâturage, culture et espaces forestiers. Enfin, dominant la plaine de Bresse, la bordure de ces plateaux marque l'extrémité occidentale du Jura. Elle est parfois entaillée de profondes incisions appelées reculées. Celle de Baume-les-Messieurs en est sans doute la plus célèbre. Cette retombée du dernier plateau sur la Bresse est le lieu du très réputé vignoble jurassien. En effet, la vigne profite ici d'une exposition idéale et de terrains à la géologie très favorables. Mais au-delà de leur diversité, une notion unit l'ensemble des paysages jurassiens, celle de couches de roches calcaires qui forment en profondeur leur structure géologique. Mais qu'en est-il exactement ? On voit bien la succession des couches là, qui s'empilent les unes sur les autres, avec des épaisseurs très variables. Nous voilà au cœur de ce qui fait la montagne jurassienne. Un empilement de couches de roches calcaires qui s'empilent sur plusieurs dizaines, centaines, milliers de mètres d'épaisseur et qui vont constituer la structure, la matière de cette montagne. Chacune des couches, qu'on appelle aussi un banc, correspond à une période au cours de laquelle les matériaux se sont accumulés. Mais cette accumulation, elle n'est pas permanente. Lors du processus de formation des roches, il y a des périodes d'interruption. Et d'ailleurs, on les remarque très bien, ce sont les limites qui existent entre les différentes couches. Donc un banc est une période de sédimentation, il lui succède une période de calme où les matériaux ne s'accumulent pas, et puis on peut avoir reprise de la sédimentation ultérieurement. Voilà donc ce calcaire qui forme l'essentiel du massif jurassien. Donc c'est une roche dure, cohérente, mais il y a différents types de calcaires. Des calcaires très fins comme celui-là. D'autres calcaires sont beaucoup plus riches en coquilles, qui a enregistré en quelque sorte la faune de foraminifères, de bivalves qui vivaient dans la mer, qui a donné naissance à ce calcaire. Mais parfois, interstratifiées dans ce calcaire, on trouve des roches de ce type, qui sont, comme vous le voyez, beaucoup plus friables, qui sont plus tendres, qui peuvent se casser avec une pioche, avec un marteau. C'est ce qu'on appelle de la marne. De couleur en général grise, cette marne n'a pas été formée de la même manière que le calcaire. Dans le milieu de sédimentation, il y avait une arrivée beaucoup plus forte de fragments boueux, de particules d'argile qui s'accumulaient localement et pendant un certain temps donnaient cette couche de marne qui souvent nous réserve de très agréables surprises. Certains affleurements de marne sont en effet de riches gisements de fossiles. Un œil attentif trouvera là les traces de très nombreuses espèces animales, dont les ammonites en particulier. Des restes animaux sont également présents dans les calcaires. Gastéropodes, oursins, bélemnites, mâchoires de crocodiles parfois, squelettes de reptiles ou même carapaces de tortues. Tous témoignent d'une vie passée particulièrement foisonnante. Ces fossiles sont d'origine marine et nous racontent en fait une histoire, l'histoire de la formation des roches. Mais avant d'en savoir plus, le moment est venu de se préparer à un très grand voyage. À partir de maintenant, en effet, oubliez le présent. Dites-vous que les minutes n'existent plus, ni les heures, ni les jours, ni les siècles. Imaginez qu'un millénaire n'est qu'un dixième de seconde et que la notion d'instant a disparu. Chaque phénomène géologique se conçoit dorénavant à la mesure de millions, de dizaines de millions d'années. Seule la très longue durée, le temps infiniment étiré ont un sens.
Vous êtes prêts alors pour un fantastique retour en arrière à la découverte de l'origine des calcaires du Jura il y a 150 millions d'années. Mais imaginez tout d'abord qu'à cette époque, la surface de la Terre avait un tout autre visage. En perpétuel mouvement, les continents et les contours des océans avaient une forme très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous voilà donc maintenant retournés très loin dans le passé, au cœur de l'ère secondaire. Ce qui allait devenir le Jura revêtait alors un tout autre visage. À cette époque appelée Jurassique par les géologues, son emplacement était en effet une immense plateforme marine en bordure d'un océan dénommé Thétis. Ces eaux peu profondes, chaudes et brassées par les courants étaient parsemées de terres faiblement émergées. Leurs arrière-plages étaient occupées par des lagunes saumâtres et de vastes zones marécageuses. Celles-ci étaient les lieux de vie et de passage d'une faune variée, dinosaures en particulier. Ces animaux laissaient ici de nombreuses empreintes et certaines d'entre elles, miraculeusement fossilisées et conservées, parviendront jusqu'à nous. Au large, des vies plus minuscules mais infiniment nombreuses et diversifiées peuplaient le milieu aquatique à l'image des récifs de coraux. Durant des dizaines de millions d'années, se sont succédés ici les cycles de vie et de mort de cette faune et de cette flore, et ceux de milliards d'organismes planctoniques. Doublés de la précipitation régulière de minéraux, ceux-ci ont provoqué l'accumulation de centaines de mètres d'épaisseur de sédiments sur les fonds marins. Cette masse de matière formée de minuscules grains, les zoolithes et les bioclastes, est à l'origine de la naissance, de la diagénèse des calcaires. Tout d'abord, sous le poids des épaisseurs de dépôt, les grains se tassent mécaniquement, puis se déforment et se brisent pour certains d'entre eux. En même temps, l'eau présente entre les grains est en partie expulsée. Intervient ensuite la cimentation. Des cristaux de calcite apparaissent à la surface des grains et commencent à remplir l'espace disponible. Lorsque l'enfouissement dépasse plusieurs centaines de mètres, la compaction se poursuit et l'espace entre les grains se réduit encore. Enfin, des circulations d'eau sous de fortes pressions entraînent le colmatage des derniers vides microscopiques. Le sable de l'origine est devenu une roche calcaire. Voilà donc comment ce calcaire-là s'est formé au fond des mers il y a environ 150 millions d'années. Mais il reste un mystère à expliquer pour bien comprendre la formation du massif jurassien. Nous sommes ici à 1720 mètres d'altitude. Comment les couches géologiques ont-elles pu se retrouver à une telle hauteur? Quelles sont les forces immenses qu'il a fallu mobiliser pour les transformer en une chaîne de montagnes? Pour répondre à cette question, il faut à nouveau plonger dans l'immensité des temps géologiques. Tout commence en effet un peu avant la fin de l'ère secondaire. Le déplacement des continents provoque l'ouverture à l'ouest de l'océan Atlantique et la disparition progressive de l'océan Thétis. Cette déformation de l'écorce terrestre provoque l'émergence des couches de calcaire. Le Jura marin devient Jura continent. La structure profonde des roches n'a pas été bouleversée, mais l'érosion façonne dès cette époque les premiers reliefs. Mais le coup de pouce final, celui qui a permis la formation du relief du Jura, il a été donné par un événement géologique majeur. Un événement géologique qui est là, dont le résultat est sous nos yeux. En fait, si le Jura existe aujourd'hui,
C'est grâce à lui, c'est grâce au Mont Blanc. C'est un raccourci bien sûr, mais c'est un raccourci qui a du sens. Il y a 30 millions d'années, en effet, au cours de l'ère tertiaire, les plaques tectoniques européennes et africaines sont entrées lentement en collision. Et de cet affrontement titanesque, démesuré dans le temps et dans l'espace, a débuté la naissance de l'immense massif alpin. En contemplant ces paysages fabuleux, on peut imaginer la puissance des forces mises en jeu lors du soulèvement des Alpes et leur impact sur la géologie des régions avoisinantes. Le Jura très proche en sera particulièrement bouleversé. Il y a 15 millions d'années, en effet, la poussée alpine toujours active a provoqué un déplacement de ces couches géologiques du Jura vers l'ouest. Cela a été rendu possible par leur décollement du socle et leur glissement sur des niveaux de sel et de gypse présents en profondeur sous les roches du Jurassique. Puis au fil des millions d'années, la poussée s'est poursuivie. Elle a provoqué la cassure des couches calcaires et donné naissance à des failles chevauchantes ainsi qu'aux premiers éléments de relief sous forme de plis. Nous sommes maintenant vers moins 5 millions d'années. La surrection alpine continue de bouleverser la structure des couches, engendre de nouvelles failles et la création de plis de plus en plus accentués. L'érosion redouble d'activité. Vers moins 3 millions d'années enfin, la poussée alpine cesse peu à peu, provoquant l'arrêt des plissements. Par contre, le travail inexorable de l'érosion se poursuit en entamant les axes des plis anticlinaux. Il donne ainsi naissance aux formes du relief jurassien. Les conséquences de l'action de ces immenses forces tectoniques durant ces dizaines de millions d'années se retrouvent aujourd'hui dans les paysages. À petite échelle, certains affleurements rocheux sont plus qu'éloquents. Ainsi, les couches à l'origine horizontale au fond des mers sont parfois passées à une position assez radicalement différente. Ailleurs, d'autres sites donnent également à voir à quel point, sous des pressions extraordinaires et là encore dans un temps infiniment long, le matériau calcaire a subi d'incroyables tortures. À plus large échelle, les plissements, les failles et les décrochements de toute nature des couches calcaires se retrouvent bien sûr dans les paysages. Celles-ci constituent en effet le soubassement caché de l'essentiel de la haute chaîne et des reliefs du massif jurassien. Cependant, on l'a vu, le visage de cette montagne doit également son identité à l'érosion, un acteur absolument fondamental de la géologie. Celle-ci a débuté son action dès l'immersion du Jura, mais continue à agir aujourd'hui, jusque sous nos yeux. L'endroit n'est pas très confortable ni rassurant, je vous l'accorde, et on restera peut-être pas trop longtemps sous cette falaise. Mais il est très intéressant d'être là pour observer l'un des processus habituels et efficaces de l'érosion, très actif en zone de montagne. Ici, comme partout sur les reliefs du massif jurassien, les calcaires sont fracturés et l'eau s'infiltre facilement dans les fissures de la roche. Tout au long de l'année, l'alternance des très grands froids, des fortes chaleurs, du gel, du dégel, l'alternance de la pluie et du soleil, les neiges abondantes vont contribuer à la fracturation du rocher. Et les blocs qui vont se désagréger vont progressivement s'accumuler au pied de la falaise. Voilà ce qu'on appelle l'érosion mécanique, favorisée par les facteurs climatiques. L'éboulis sur lequel je me déplace, c'est donc le fait de l'accumulation progressive des blocs et des fragments de calcaire tombés au pied de la falaise. Ainsi se poursuit inlassablement le travail de sculpture, commencé il y a plusieurs millions d'années. On peut ainsi imaginer peut-être que dans 100 000 ans, la falaise du Mont d'Or, sous laquelle nous sommes, aura reculé de 100 mètres et peut-être perdu 30 mètres d'altitude. L'action de l'érosion mécanique donne parfois des résultats très spectaculaires, mettant en jeu d'énormes masses de matériaux dans des temps très courts.
Cela a été le cas ici à Baume-les-Messieurs il y a environ 3000 ans, lors de l'écroulement brutal d'un pan entier d'une falaise de la Reculée, dont on perçoit mieux l'étendue en prenant un peu d'altitude. Mais un autre processus d'érosion plus puissant encore s'ajoute à l'érosion mécanique. Son instrument principal est l'eau de pluie. Celle-ci a la propriété d'être naturellement acide. Depuis la nuit des temps, cette eau a donc été capable d'attaquer le calcaire et de le dissoudre. Mais là encore, pensons au temps long, au refrain des millions d'années. On estime en effet l'importance de la dissolution sur un plateau calcaire à seulement 1/10 de millimètre par an. Discrète, imperceptible, cette dissolution des sous-sols calcaires omniprésents dans le massif jurassien opère partout, quels que soient les paysages et les types de végétation. Mais l'action de l'eau de pluie s'accentue encore lors de son passage au contact de la matière organique en décomposition dans les sols. Elle s'y enrichit en effet en gaz carbonique et en acide humique, augmentant ainsi son acidité et donc son pouvoir de dissolution. C'est le cas dans cette forêt installée sur la roche calcaire. Au fil des milliers d'années, les fissures initiales du substrat ont été agrandies par la dissolution en y ouvrant parfois de larges entailles. Appelés avennes ou gouffres, ces vides du calcaire communiquent parfois avec les galeries profondes du monde souterrain. La puissance de cette dissolution des sous-sols calcaires jurassiens se manifeste dans de nombreux endroits du massif et sur de très grandes surfaces, plus ou moins masquées sous la végétation. Ces formations originales sont désignées sous le terme de lapia. Au fil des paysages, les aléas de l'érosion ont parfois mis à nu certains de ces lapias. Ils offrent alors à l'œil des amateurs de nature de véritables tableaux d'un land art naturel étonnamment créatif, une des curiosités naturelles de la géologie jurassienne. D'autres figures de dissolution se rencontrent à la surface des paysages jurassiens. Elles ont pour nom dolines et se manifestent sous forme de curieux réseaux de dépressions circulaires. Ce paysage de lapia et de dolines, né de la rencontre des eaux acides et du calcaire, est désigné sous le terme de karst. De ruisselets en ruisseaux, puis de ruisseaux en rivières, l'eau de pluie est également le vecteur de transport des matériaux fins arrachés à l'environnement qu'elle a traversé depuis son contact avec le sol. Et dès que son débit augmente également ses capacités à poursuivre l'infatigable travail de sape de la roche sur laquelle elle court. Les chemins de l'eau sont nombreux et divers, mais dans le Jura, ils empruntent très souvent les failles issues de la tectonique. Depuis des millions d'années, sa puissance mécanique couplée à son pouvoir de dissolution ont trouvé et trouvent encore ici de magnifiques occasions de sculpter le calcaire du massif jurassien. Ainsi sont nées la plupart des gorges des rivières du Jura, dont certaines portions sont parfois très difficiles d'accès par voie de terre. Ces sites figurent véritablement parmi les endroits les plus insolites et les plus sauvages du Jura. Mais dans la montagne jurassienne, l'eau sait également prendre d'étonnants chemins de traverse. Après quelques kilomètres de vie en surface, certains ruisseaux,
ou même quelques petites rivières, ont en effet la particularité de disparaître tout simplement dans les profondeurs du sous-sol sous forme de pertes. Là encore, l'eau ne fait le plus souvent que suivre les réseaux très denses des failles et des diaclases présentes presque partout dans les couches rocheuses. Dans le karst souterrain, sous les éboulis des grandes salles nées des effondrements de la voûte des cavités, l'eau poursuit inlassablement son chemin. Au fil des milliers d'années, celle-ci contribue comme toujours à l'élargissement des fissures de la roche. Une partie de ces eaux souterraines a un parcours beaucoup moins turbulent. Elle se dissémine et circule lentement dans les innombrables micro-fissures du calcaire ou reste parfois temporairement prisonnière dans des gours. Plus profondément encore dans ce monde souterrain, l'eau ennoie les conduits et les cavités. Elle peut y rester stockée sous forme d'importantes réserves. Celles-ci jouent un rôle majeur dans l'alimentation des rivières jurassiennes, y compris en période d'étiage. Elles peuvent également être exploitées, après traitement, pour la consommation d'eau potable. Ces parcours ou ces séjours de l'eau dans les systèmes karstiques sont parfois très longs. Mais tôt ou tard, celles-ci retrouvent l'air libre sous la forme de sources ou de résurgences, terme utilisé lorsque les eaux proviennent de l'infiltration dans les calcaires de cours d'eau situés en amont. Certaines rivières jurassiennes, comme la Loue ou l'Orbe en Suisse, naissent de cette particularité géologique. À la sortie de leur parcours souterrain, et singulièrement en période de crue, ces rivières concentrent et évacuent tous les éléments dissous issus de leur bassin versant, situé plus haut dans le massif. D'affluent en affluent, au fil des millions d'années, les réseaux hydrologiques jurassiens ont ainsi exporté au loin des quantités gigantesques de matière arrachée à la montagne. De ces différentes façons, l'érosion a donc contribué largement à la création des grandes formes actuelles du relief du Jura. Le mont Chasseral en Suisse, un des lieux emblématiques de la haute chaîne jurassienne, nous en donne une illustration parfaite. Tout d'abord, lors de la lente et progressive formation du pli, les couches calcaires de cet anticlinal ont subi d'importantes forces d'étirement. Puis, au fil du temps, celles-ci ont donné naissance à des fissures qui ont fragilisé peu à peu l'édifice, favorisant fortement l'action de l'érosion. Durant des millions d'années, les couches calcaires de la partie sommitale du pli du Chasseral ont donc été préférentiellement attaquées et les produits de cette érosion ont été évacués au loin. Seuls subsistent aujourd'hui de cet anticlinal les deux crêts latéraux, les combes situés à leurs pieds, ainsi qu'un mont dérivé très caractéristique. Comme nous venons de le voir, l'érosion mécanique et la dissolution ont agi dès l'immersion et la mise en place des reliefs du massif jurassien au cours de durées extraordinairement longues. Mais les paysages du Jura doivent également beaucoup à un autre agent d'érosion très puissant, un sculpteur redoutablement efficace. Celui-ci est intervenu à plusieurs reprises au cours des dernières centaines de milliers d'années. Pour en savoir plus sur cette dernière étape, je vous propose un nouveau retour en arrière. Mais rassurez-vous, ce sera juste quelques secondes, ou disons, allez, 30 000 ans si vous préférez. Mais attention, cette fois-ci, habillez-vous chaudement. Depuis 1 million d'années, au cours de l'ère quaternaire, la Terre a en effet subi les rigueurs de plusieurs longues périodes glaciaires, alternant avec des épisodes interglaciaires plus tempérés. La dernière de ces glaciations, dite du Wurm, s'est mise en place il y a environ 30 000 ans. À cette époque et durant des millénaires, les glaces ont tout d'abord comblé l'ensemble des grandes vallées des Alpes.
Le même phénomène s'est développé dans le massif jurassien avec le comblement des hautes vallées, comme celle de Joux par exemple. Puis, deux glaciers se sont lentement formés, indépendants l'un de l'autre, le glacier alpin et le glacier du Jura. En avançant vers l'ouest, sa masse de glace a alors littéralement raboté une grande partie des reliefs. Au maximum d'extension glaciaire, les langues terminales du glacier jurassien ont empêché une partie des écoulements des réseaux hydrologiques, donnant alors naissance à des plans d'eau. Ainsi s'est formé et a existé durant plus de 3000 ans un immense lac proglaciaire qui s'étendait à l'emplacement actuel de la Combe d'Ain dans la région de Champagnole. Le glacier en mouvement a également accumulé ici d'énormes quantités de matériaux arrachés plus haut dans le massif et déposés sous forme de moraines. Né du retrait du glacier, le lac de Chalain leur doit son existence. En effet, le mouvement de la glace a surcreusé le sol, créant ainsi une dépression barrée à son extrémité par les dépôts morainiques. Des milliers d'années plus tard, lors de la fonte, l'eau a ainsi été retenue, permettant la formation du lac que nous connaissons aujourd'hui. La plupart des autres lacs et des plans d'eau qui parsèment la montagne jurassienne sont également nés de la présence passée du glacier. En effet, celui-ci a laissé derrière lui d'autres dépressions qui ont permis leur installation. Les dépôts glaciaires sont de la même façon à l'origine des vastes ensembles de milieux humides et des centaines de tourbières qui ponctuent les paysages. Aidé de son éternel et implacable allié qu'est le temps infiniment long, l'érosion a donc toujours été et reste encore une fantastique machine à sculpter les montagnes. Ses œuvres sont présentes partout dans les paysages jurassiens. Aux nombreuses falaises abruptes s'ajoutent les reculées, entaillées dans la masse du calcaire des plateaux. Ailleurs encore, la signature de l'érosion se lit dans les nombreuses gorges profondément encaissées, incisées dans des dizaines ou des centaines de mètres d'épaisseur des couches de calcaire. L'érosion est également à l'origine d'écluses, larges entailles coupées comme au couteau dans la bosse régulière de certains monts. Celle-ci nous donne d'ailleurs l'occasion de voir et de comprendre comment la géologie a contraint l'activité humaine ou comment l'homme a su au contraire l'utiliser à son profit. Naissance au fond des mers du Jurassique, émersion, soulèvement, plissements et fracturations au cours de l'ère tertiaire, érosion permanente, ainsi donc s'est construit le Jura. Voilà comment ont été créés les paysages de cette montagne. Ainsi s'est également installé son réseau hydrographique, celui du chapelet de ses plans d'eau, mais aussi de l'écheveau discret de ses plus belles rivières, de ses ruisseaux et dizaines de cascades qui les animent. Mais sous l'aspect immuable de ces formes, l'histoire géologique continue. Les forces en jeu depuis les origines poursuivent leur action. Lentement, millimètre par millimètre, les Alpes et le Jura s'élèvent encore. Plus tard, infiniment plus tard, d'autres glaciations et d'autres périodes chaudes viendront sans doute. L'érosion continuera son long travail de sape et les paysages de demain changeront inéluctablement de visage. Mais aujourd'hui, la géologie de cette montagne et les milieux naturels si originaux qu'elle a fait naître offrent à qui le souhaite toute leur richesse, toute leur subtilité.
Pour en découvrir les multiples facettes, il suffit simplement de se laisser aller au fil des chemins et des sentiers, à la rencontre de leurs couleurs et de leurs lumières sans cesse renouvelées.